and welcome to today's webinar. I see Bonjour that et bienvenue à ce webinaire. Je vois que nous sommes déjà à 70 participants, ce chiffre augmente. Nous allons encore attendre quelques minutes pour permettre aux autres de nous rejoindre. Je suis ravi de voir autant de monde qui participe à ce webinaire. Good afternoon. Yes, please. Bonjour, oui. Alors, veuillez écrire dans la boîte de chat, dans le champ réservé au chat pour dire bonjour à tout le monde. Nous allons attendre encore quelques minutes pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. Okay, great. It's really nice to see so many Bien. people. Je suis ravi de voir autant de participants, de voir tous ces messages dans le chat. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Je vois que le nombre de participants continue à croître, ce qui est formidable. Je vais peut-être laisser encore une minute pour veiller à ce que tout le monde soit parmi nous. Fantastic. We're almost at 150. Formidable. Nous sommes presque 150 participants. Je crois que je vais lancer ce webinaire. J'aimerais dire bonjour à toutes et à tous. Notre webinaire est intitulé « Établir et mettre en place des systèmes de suivi national des forêts ». Bienvenue à toutes et à tous. Comme vous le savez, ce webinaire fait partie du programme de transparence des forêts dans le cadre de l'accord de Paris auquel vous participez depuis une semaine. Ce webinaire fait partie du dernier module. Il s'agit du premier de 2 webinaires. Bravo d'avoir tenu jusque-là. Et nous sommes ravis de pouvoir interagir avec vous. Plus avant, nous allons aborder les systèmes de suivi national des forêts et le process pour établir un tel système et les effets de tel système sur les pays. Notre session sera en anglais avec une traduction simultanée en français et en espagnol. Vous pouvez passer des chaînes françaises à espagnol en utilisant le bouton qui ressemble à un globe terrestre en bas de votre fenêtre Zoom. And in French, si vous voulez écouter ce webinaire en français, en bas de la fenêtre Zoom, il y a une option de canal pour suivre le webinaire simultanément en français. Thank you. We will have 3 presentations. Nous allons écouter 3 présentations aujourd'hui, suivies d'une session questions-réponses de 25 minutes où nous souhaiterons entendre vos observations et vos questions. La durée totale de la session
et d'1h30. Vos microphones sont en mode silencieux pour réduire les problèmes audio. Nous avons beaucoup de participants aujourd'hui, 163 à l'heure où je vous parle. Néanmoins, cette session vise à interagir avec vous. Nous souhaitons vous donner l'occasion de poser vos questions aux experts au sujet desquels vous êtes formés la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le champ des questions-réponses à chacun de nos intervenants. Et si quelqu'un a déjà posé une question, vous pouvez ajouter un pouce à cette question dans le champ consacré. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un champ questions-réponses et un champ de chat. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de messages dans le chat. Aujourd'hui, mes collègues Nathalie et Alexandra vont m'aider à sélectionner les questions les plus adéquates pour nos intervenants et pour faciliter les choses, nous permettre de répondre à vos questions. Nous souhaitons que ces questions soient posées dans le champ questions-réponses et de réserver vos questions techniques à l'espace de chat. Si je crois qu'il convient d'écrire le nom du destinataire de votre question pour faciliter les choses. Comme vous le savez, ce webinaire sera enregistré. Nous allons partager l'enregistrement avec vous par la suite. Je vais brièvement me présenter. Vous me connaissez peut-être déjà. Je m'appelle Emily Donegan. Je fais partie de l'équipe de suivi national des forêts à la FAO. Je serai votre animatrice pour la session d'aujourd'hui. Maintenant que vous savez qui je suis, j'aimerais que vous vous présentiez dans l'espace de chat. Et sans plus attendre, j'aimerais également vous présenter notre premier intervenant, David Morales. David est un responsable des forêts à la FAO. Il est expert en suivi national des forêts, un sujet que vous avez suivi dans le cadre de ce cours. Il a 30 ans d'expérience dans ce domaine. Merci de votre présence, David. Vous avez la parole. Merci, Émilie. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes où que vous vous trouviez. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette présentation, je vais aborder les directives volontaires de la FAO sur le suivi national des forêts. Et cela va compléter ce que vous avez déjà appris lors du module en ligne. Très bien. Pour parler des directives, parlons d'abord des systèmes de suivi national des forêts. Un tel système s'appuie sur des données et sur des informations provenant des pays où ces informations sont utilisées par les décideurs politiques. Plus récemment, ces informations ont gagné en pertinence dans le cadre des efforts internationaux, dans le cadre des ODD, de la CNUC ou autres. Néanmoins, un système de suivi national des forêts va au-delà de cela. Nous pouvons avoir des évaluations d'impact en cas d'ouragan, de tremblement de terre, de glissement de terrain, de sécheresse, etc. Nous pouvons avoir une planification du développement durable si nous souhaitons, par exemple, bâtir des infrastructures dans le cadre d'aménagement des terres, etc. Autre exemple, en cas d'incendie de forêt, ces systèmes permettent de suivre et de contrôler ces phénomènes. En termes de taxation également, c'est un sujet que beaucoup ne souhaitent pas aborder, mais en tout cas, c'est un aspect important de ce système. Voilà pour certaines des utilisations de ce système. Autre question, un peu sensible, c'est ce qui est attendu au niveau national. Normalement, les gens pensent que lorsque nous promouvons un système national, nous devons nous appuyer sur des données, des informations transparentes.
Diapositive suivante, s'il vous plaît, Rocio. Naturellement, en définitive, pour avoir un tel système, il convient d'avoir la bonne structure en place. Il est important d'avoir une appropriation au niveau du pays. Les pays doivent pouvoir être capables de traiter tous les processus et ne pas dépendre d'acteurs externes pour mettre en œuvre leur système. Un cadre juridique et réglementaire. Il convient d'avoir des règles clairement définies et nous devons savoir comment elles seront mises en œuvre. Il est de plus en plus important d'avoir une vue paysage. Aujourd'hui, il est presque impossible d'aborder le thème des forêts sans prendre en compte la vue paysage avec une approche polyvalente. Il y a beaucoup d'interactions entre l'utilisation des sols et des forêts et nous ne pouvons pas ignorer tous ces aspects. Il y a plusieurs sujets connexes, les arbres qui se trouvent en dehors des forêts, l'utilisation agricole, etc. Et donc, tous ces thèmes doivent être pris en compte. Pour être durable sur le long terme, ce système doit être institutionnalisé. Il doit être doté des ressources humaines et financières nécessaires pour pouvoir permettre sa mise en œuvre. Le suivi des forêts doit être flexible, car c'est un processus en évolution permanente. Il convient d'avoir une collaboration en termes de renforcement des capacités. C'est une démarche qui doit être inclusive avec des processus de discussion participative et avec des collaborations au niveau international. Ce système doit être intégré et cohérent avec d'autres sources d'informations. Il doit être flexible, il doit être rentable. La politique de partage des données doit être claire pour promouvoir le plus de transparence possible. Comme vous le constatez, voilà les 14 principes promus par les directives volontaires de la FAO. Ces principes ont été abordés en profondeur au cours de différentes réunions et commissions de la FAO et l'objectif de ces principes est de veiller à avoir un niveau de transparence suffisant au niveau des informations des données. Ces principes sont la base des différents éléments des meilleures pratiques qui figurent dans les directives volontaires de la FAO. Ce que l'on peut dire, c'est que la FAO a un long historique en matière de suivi des forêts. En 1971, un jalon a été atteint dans ce domaine avec la publication du livre Inventaire des forêts et planification. D'autres contributions ont été apportées qui ont complété ce travail. En 2017, il y a eu un deuxième jalon avec la publication des directives volontaires de la FAO. Avec ce document, la FAO fournit des directives pour mettre en place et mettre en œuvre des systèmes nationaux de suivi des forêts. Les directives volontaires sur le suivi national des forêts a été demandé par les pays lors du COFO en septembre 2012, puis approuvé en 2016. L'objectif des directives volontaires est d'aider les pays membres à établir et à mettre en œuvre un système de suivi national des forêts. Les directives doivent être une référence technique pour les organismes publics en charge du suivi des forêts, pour les établissements de recherche et d'éducation, pour les secteurs publics et privés, et pour les membres de la société civile qui s'intéressent aux forêts. Dans les directives,
Un système national de suivi des forêts se définit comme un système qui comprend les personnes, les institutions et les ressources qui mettent en œuvre le suivi national des forêts au niveau pays en collaboration avec d'autres acteurs. Il est dirigé par un organisme public responsable de sa conceptualisation, de sa planification, de son exécution avec un mandat clairement défini sur la base de principes et d'éléments présentés dans le cadre des directives volontaires. Les directives ont introduit les principes déjà mentionnés. Il y en a 14, je les ai déjà mentionnés. Ces principes ont fait l'objet d'une longue discussion qui s'est étendue sur 2 ans et qui a vu la participation de coordinateurs nationaux autour des inventaires dans différents pays. Et nous avons donc, au terme de cette discussion, adopté ces 14 principes. Il y a plusieurs catégories, la gouvernance, les principes de périmètre, la conception, etc. Ces principes passent en revue les différents aspects qui permettent aux pays d'appliquer les directives. Ces principes nous donnent le cadre des directives que j'ai déjà mentionnées. Les éléments qui contiennent les directives sont répartis en 3 piliers différents, comme vous le voyez dans cette diapositive. Ils sont corrélés, mais il n'y a pas d'ordre hiérarchique entre ces piliers. Les 3 piliers sont les éléments fondamentaux qui fournissent les directives stratégiques et institutionnelles. Vous y trouverez des bonnes pratiques en matière d'institutionnalisation, de développement des capacités nationales, développement des collaborations et de renforcement de la recherche. Deuxième pilier, les éléments stratégiques qui ont trait à l'identification et aux besoins en information. Nous y avons inclus la définition du mandat, l'identification des besoins en information, l'interaction avec les différents acteurs, la communication, la distribution des informations, la gestion et les études d'impact. Troisième pilier, les éléments opérationnels qui concernent la gestion et la collecte des données, la conception statistique, la gestion des données, l'analyse, la documentation et le reporting. Comme vous le savez, comme vous pouvez le constater, ce système est complexe et il va au-delà de la collecte des données. Il s'agit de bonnes pratiques mises en commun par des experts de différentes spécialités, juridiques, informatiques, foresterie, administration des affaires, journalisme, sociologie, genre, entre autres. Et le long historique, la longue expérience de la FAO dans ce domaine lui permet de soutenir les États membres dans ce domaine. C'est pourquoi ces directives sont un excellent cadre pour mettre en œuvre les systèmes nationaux de suivi des forêts. Les directives sont une compilation de bonnes pratiques et fournissent des suggestions et des conseils aux utilisateurs. Ils ne sont pas obligatoires. Les pays sont libres de les utiliser ou non. Par ces directives, nous souhaitons définir les systèmes nationaux de suivi en nous inspirant des succès. Ces directives nous permettent d'obtenir des informations approfondies sur la base des publications nationales. Elles nous fournissent également des aspects importants à prendre en œuvre. Lorsque vous collectez des données, vous devez avoir en place un référentiel. Parfois, les mandats ne sont pas clairs et donc, il convient de prendre tous ces aspects en considération pour pouvoir mettre en œuvre ces systèmes nationaux de suivi des forêts.
Par exemple, cet élément, le mandat 4.1, est codifié pour pouvoir l'identifier. Vous y trouverez également une brève description de cet élément. Et enfin, les directives et les bonnes pratiques pour cet élément. Ce sont des bonnes pratiques qui ont été définies au cours des consultations que nous avons menées jusqu'à présent. Les directives sont faciles à utiliser, c'est convivial, mais ça peut prendre un petit peu de temps quand même pour s'habituer. Afin de faciliter leur mise en œuvre et l'évaluation, l'EAFAO a mis en place l'outil d'évaluation des SNSF. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est le sujet de la prochaine présentation, mais j'aimerais conclure en vous disant que ces directives existent. Elles ont déjà été utilisées par un certain nombre de pays, alors utilisez-les. Elles sont vraiment conviviales, faciles à utiliser, c'est gratuit également, ce qui est important. Et nous avons élaboré ces directives afin de faciliter le travail des États membres et nous espérons que les pays pourront les utiliser. Je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant passer à la présentation suivante. Merci. Merci beaucoup, David. Écoutez, c'était vraiment intéressant d'en savoir un petit peu plus sur l'historique de ces directives et je suis sûre que tout le monde a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors tout le monde, n'oubliez pas, si vous avez des questions pour David ou pour un autre intervenant, eh bien posez ces questions dans l'onglet questions-réponses. N'oubliez pas de mettre votre nom et à qui cette question s'adresse au début de votre question. Alors maintenant, nous allons écouter Carla Ramirez. Carla est une experte dans la surveillance des forêts et les inventaires forestiers. Elle travaille à la FAO. Elle a 20 ans d'expérience dans l'appui fourni à l'Amérique latine et aux pays des Caraïbes pour ce qui est de la planification, de la conception, de la mise en œuvre des systèmes de surveillance des forêts nationales. Elle est également la rédactrice principale du livre intitulé National Forest Inventories to Eternization of Forest Information, qui sera disponible en décembre en anglais et en espagnol. Et vous verrez des descriptions de 21 inventaires nationaux. Bonjour à tous, j'espère que vous trouvez cette séance vraiment intéressante. Merci beaucoup de participer à notre webinaire aujourd'hui. Merci de participer de façon massive à ce cours en ligne. Alors, je suivais un peu les discussions dans les forums et j'ai appris beaucoup de choses sur les systèmes nationaux de suivi des forêts de vos pays. Je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui quelles sont les lacunes, les points forts qui peuvent peut-être exister dans les différents pays et on va le faire au moyen de l'outil d'évaluation. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'outil d'évaluation des SNSF. Il a été élaboré par la FAO dans le cadre du projet CBIT Forest, financé par le FEM. Il est disponible sur Internet. Vous pouvez le télécharger directement dans la leçon du cours en ligne de la FAO, sur le site web FAO RED+, ou sur le site web du CBIT Forest Project. L'outil est fourni avec un document qui explique de quelle façon utiliser l'outil et quelle est la méthodologie à suivre. Le fichier Excel et les explications sont disponibles en anglais, en espagnol et en français. Comme David nous l'a dit dans sa présentation, l'outil repose sur le système de surveillance sur les directives volontaires sur la surveillance des forêts nationales et il rassemble également les ressources et les documents fournis de Red Compass et de la GFOI. Cet outil a été élaboré afin d'identifier quels sont
les lacunes, peut-être les besoins, les points faibles associés à la conception et la mise en œuvre des SNSF existants. Il s'agit également d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces systèmes. Il peut fournir des orientations sur l'élaboration des SNSF et il s'agit également de pouvoir améliorer la collaboration avec les principales parties prenantes et les principaux partenaires. En outre, il permet une mise à jour périodique du système parce que des nouveaux besoins en matière d'information surviennent ou parce qu'il y a de nouvelles priorités au niveau de l'institution, parce que les objectifs précédents avaient été atteints ou parce que la technologie a évolué. Enfin, nous espérons que grâce à cet outil, vous serez en mesure de mieux comprendre les directives volontaires sur la surveillance des forêts nationales et que vous pourrez les mettre en œuvre de façon pleinement réussie. L'outil vise à aider les pays à évaluer la capacité et l'état d'avancement de leur système national de suivi des forêts. Cette évaluation se fait à travers 3 thèmes complémentaires. Donc, les organisations, les dispositifs institutionnels, la mesure estimation et le rapport et vérification. Il s'agit de faciliter l'harmonisation et le lien entre les directives volontaires et les documents de l'initiative mondiale pour l'observation des forêts. Et c'est également lié au processus CTR. J'aimerais également signaler que ces dispositifs institutionnels sont indispensables afin de bien mesurer, estimer, vérifier les données et l'information. Et donc, c'est également quelque chose qui est fort et robuste sur le plan institutionnel sur la base des systèmes de mesure et d'évaluation. Alors, de quelle façon l'évaluation est-elle réalisée au moyen de l'outil? Ici, nous utilisons une échelle graduée de 0 à 3 et les utilisateurs ont la possibilité de choisir à partir d'un menu déroulant et d'évaluer les directives qui sont listées dans l'outil sur la base de l'information concernant le pays, l'expérience et les connaissances. Par exemple, si une directive a l'évaluation 0, cela signifie qu'aucune action n'a été prise dans le pays afin de mettre en œuvre cette directive et que cette activité est prioritaire. Si le score est de 1 ou 2, cela montre qu'il y a un certain niveau de sensibilisation dans le pays quant à la mise en œuvre de la directive. Néanmoins, il est nécessaire d'apporter un appui technique. Pour ce qui est des utilisateurs potentiels de l'outil, eh bien, il peut être utilisé par toutes les personnes qui sont impliquées dans le suivi des forêts nationales. Ça peut être utilisé par des organismes gouvernementaux, responsables du suivi des forêts, les institutions d'éducation et de recherche, les secteurs publics et privés, les membres de la société civile qui travaillent dans le domaine des forêts ou qui s'y intéressent. L'outil a jusqu'à maintenant été testé dans 6 pays pilotes, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, mais dans d'autres pays également, tels que le Mexique et le Libéria. Tous ces pays sont très satisfaits de cet outil et nous avons avec nous aujourd'hui des représentants du Costa Rica qui vont nous parler des résultats obtenus suite à cette évaluation. Tous les pays ont pratiqué ces exercices et ont évalué leur système national de suivi des forêts grâce à une approche participative afin de valider les résultats des évaluations. Le principal résultat est la mise en route, l'élaboration d'une feuille de route avec des actions afin de pouvoir combler les lacunes et renforcer le SNSF. Il est également recommandé d'utiliser l'outil afin de pouvoir apporter les informations nouvelles nécessaires au SNSF, tel que cela a été signalé dans la nouvelle publication de la FAO.
qui s'appelle Integrating Forest and Landscape Restoration into National Forest Monitoring Systems. Si cela vous intéresse, les liens sont disponibles dans la présentation et ce document est disponible en anglais et en espagnol. Enfin, j'aimerais vous inviter, les uns et les autres, qui souhaitent en savoir plus sur cet outil, à lire la note d'information qui est disponible en ligne. Vous pouvez télécharger l'outil, en assurer la promotion et l'utiliser pour évaluer la capacité SNSF de votre pays. Enfin, j'aimerais remercier mes collègues qui ont travaillé à l'élaboration de cet outil. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Carla, très chers participants. N'hésitez pas à aller jeter un œil à cet outil. Ce n'est pas encore fait. On va mettre le lien dans le chat. Alors, n'hésitez pas, allez-y pour pouvoir évaluer votre pays ou un autre pays qui vous intéresse. Alors, aussi, pour peut-être évaluer votre SNSF ou envisager de quelle façon l'élaborer. Donc, nous sommes toujours à l'affût pour ce qui est des commentaires des participants. N'hésitez pas. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire un petit sondage. 4 questions qui devraient apparaître à l'écran. J'espère que vous les voyez bien. Et nous allons pouvoir ensuite voir quels sont les résultats. Première question. Votre pays a-t-il établi un SNSF, Système national de suivi des forêts? Donc, je vois que les participants ont commencé à voter, c'est parfait. Donc, vous pouvez répondre oui, non, je ne sais pas. Deuxième question. Quel est le principal objectif des données produites par le Système national de suivi des forêts dans votre pays? Est-ce que ce sont essentiellement des politiques et des programmes sur les forêts, recherche internationale, rapports internationaux, autres objectifs, ou tout ce qui précède, ou alors vous ne savez pas? Alors, je vois qu'un grand nombre d'entre vous est en train de voter, c'est formidable. Question numéro 3. Quels sont les principaux défis du Système national de suivi des forêts? Donc, les principaux défis relevés dans votre pays. Est-ce que ça peut être, par exemple, la qualité des données, le manque de capacité institutionnelle, le manque de ressources financières? Alors, il y a peut-être des défis techniques, ça peut être tout ce qui précède, ou alors vous ne savez pas. Et enfin, dernière question, quel est le domaine ou quels sont les domaines les plus critiques de l'outil d'évaluation du SNSF dans votre pays, d'après les différentes catégories de l'outil dont Carla vient de parler? Donc, dispositif institutionnel, mesures et estimations, rapport et vérification, ou, à nouveau, je ne sais pas. Alors, je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau des réponses. Donc, les chiffres augmentent autour de 50%, un petit peu moins, on approche de 50%. Continuez à voter. Nous allons entendre encore quelques instants afin que tout le monde ait la possibilité de voter. Alors, on voit des tendances qui commencent à s'affirmer. On y reviendra lorsqu'on aura les résultats définitifs. Alors voilà, je vais compter jusqu'à 10 afin qu'on atteigne, j'espère, un chiffre proche de 100% de participation. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, nous sommes à 70%, c'est pas mal. Et je pense qu'on peut maintenant voir quels sont les résultats de ce sondage. Merci à tous ceux d'entre vous qui y ont répondu. Alors, pour ce qui est de la première question, votre pays a-t-il établi un SNSF? Alors, c'est très encourageant. On voit que 39% ont répondu oui et 18% ont répondu oui, mais difficile. 8% non.
14%, pas encore, et 21%, je ne sais pas. Alors, c'est assez intéressant de voir que la majorité des pays ont déjà mis en place un système national de suivi des forêts. Deuxième question. Objectif des données de ce système national de suivi des forêts. Là, il y a deux réponses qui ont obtenu 29%. Donc, ce sont les politiques et les programmes des forêts et tout ce qui précède. Donc, ça inclut les politiques et les programmes des forêts, recherche nationale, rapports nationaux, rapports internationaux. Et cela nous ramène à la présentation faite par David concernant la nature plurifonctionnelle, polyvalente de ce système. Troisième point, les principaux défis signalés dans la mise en œuvre, la mise en place d'un SNSF. Et là, on voit que c'est tout ce qui précède qui remporte le plus grand nombre de voix. Donc, c'est à peu près égal pour la qualité des données et le manque de capacité institutionnelle. Et donc, un quart et un autre quart aussi manque de ressources financières. Et il semble que ce soit ce qui pose le plus de problèmes. Et les défis techniques également obtiennent 21%, ce qui est assez significatif. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que les financements sont un problème, mais il y a une répartition finalement assez équilibrée entre ces différents défis, ce qui est intéressant. Et enfin, question 4. Quel est le domaine le plus critique, selon vous, de l'outil d'évaluation du SNSF pour votre pays, donc sur la base des différentes catégories? Mesures et estimations arrivent en première place, mais là encore, la répartition est assez équilibrée. On a également dispositifs institutionnels et rapports et vérifications qui sont aussi des domaines critiques. Donc, je vais cesser le partage d'écran. C'était vraiment intéressant. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé au sondage. Alors, si vous avez des commentaires à faire sur ces résultats, eh bien, écrivez-les dans le chat à nouveau. Nous serons heureux de voir votre avis. Maintenant, dernière présentation, c'est quelqu'un qui a vraiment une expérience pratique dans la mise en place de ce système. Il s'agit de Rafael Monge Vargas. Il est directeur du Centre d'information géo-environnementale nationale du Costa Rica et il travaille sur un système de suivi des forêts nationales au Costa Rica qui s'appelle Simocote. Raphaël, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci, Émilie. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais commencer à partager mon écran. Voyons si tout fonctionne bien. Voilà. C'est parfait, je vois votre écran. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Hola a todos. Merci de m'avoir invité à participer à cette édition sur les forêts et la transparence dans le cadre de l'accord de Paris. Merci de m'inviter à participer à ce MOOC. C'est la 3e édition, donc je m'appelle Raphaël Monge. Je suis directeur du Centre d'information environnementale au Costa Rica. Cela relève du ministère de l'Environnement et de l'Énergie de notre pays. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier la FAO pour tout le soutien fourni au Costa Rica dans l'élaboration de ces systèmes nationaux de suivi des forêts. Cet appui a été vraiment primordial et c'est vraiment toujours très intéressant, très agréable de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir ensuite s'adresser à des collègues du monde entier. Donc, merci aussi d'avoir élaboré les directives qui ajoutent une valeur supplémentaire au système de suivi des forêts dans le monde entier, parce que celui de Costa Rica n'est pas une exception. Alors, j'ai un temps assez limité qui m'a été imparti, mais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, vous pouvez les poser pendant le webinaire ou aussi vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Vous avez mes coordonnées sur l'écran. Alors, au Costa Rica,
nous célébrons le 200e anniversaire de l'indépendance. C'est le cas pour d'autres pays en Amérique centrale, l'Honduras, le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua également. Bien entendu, nous aurions préféré le célébrer sans pandémie, et oui, mais je pense que c'est quelque chose qui nous remplit de fierté. Le monde a énormément évolué depuis ces 2 siècles qui se sont écoulés, la façon dont les gens vivent, la façon dont la société, l'économie sont organisées. Le changement climatique n'était pas un problème par le passé. Au Costa Rica, nous avons fait en sorte que le développement durable fasse partie de notre ADN. Le Costa Rica a construit une marque verte pour son pays et nous l'appuyons sur des zones entières protégées, des parcs naturels, des forêts. Et cela fait partie de notre feuille de route, ce qui permet de fournir aux Costaricains beaucoup de bien-être. Et donc, nous sommes indépendants des énergies fossiles et nous produisons l'électricité que nous consommons. 60% de notre territoire est couvert par des forêts et depuis 2013, eh bien, le secteur d'utilisation des sols est désormais un puits de carbone. Nous absorbons presque 5 millions de tonnes de CO2. Ça, c'est l'objectif pour 2024. Néanmoins, nous faisons face à des défis liés à la durabilité. Le déboisement représente 70 millions d'hectares par an et de façon contrastée par petits territoires, ce qui rend l'estimation du déboisement très difficile. Par ailleurs, nous craignons que ce phénomène se soit accru en raison de la pandémie, d'où la nécessité de mener davantage de recherches, notamment dans les zones urbaines. Pour surmonter ces défis, le Costa Rica se fonde sur une gestion séparée des forêts et des terres agricoles. Néanmoins, une forte indépendance entre ces deux aspects nous a amené à élaborer un système de suivi plus complet. Nous reconnaissons la nécessité d'harmoniser la gestion des sols. Nous avons donc mis au point Simokute, notre système national de suivi des forêts. Il s'agit d'un système national qui produit des informations cohérentes sur l'évolution des forêts. Mais il s'agit également de suivre les activités agricoles et d'autres utilisations des sols. Il s'agit de recueillir des informations qui nous permettent d'éclairer la prise de décision et d'aider à la mise en œuvre d'une bonne gestion des terres. Ces données soutiennent également une variété d'initiatives nationales et internationales, comme l'initiative REDD+, la réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts. Je suis sûr que vous connaissez cette initiative. Le plan national de décarbonisation. Il s'agit donc d'un système intégré fondé sur différents processus. La classification, qui répond à la question du quoi, la cartographie, pour savoir où se trouvent les données, et les inventaires, qui nous permettent de savoir combien, de répondre à la question combien. Nous utilisons donc des systèmes de classification utilisés dans des sous-systèmes de cartographie et d'inventaire. Ces sous-systèmes sont interdépendants et agissent en synergie. Cela rejoint ce qui a été évoqué précédemment en matière de besoins de données, de gestion des informations et de documents. Bien sûr, dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ces trois aspects. Les sous-systèmes clés incluent un sous-système qui permet de suivre l'utilisation des sols, la couverture des terres
qui permettent d'interpréter ces informations grâce à une imagerie qui se fonde sur un système par satellite. Le deuxième sous-système se fonde sur un dispositif de suivi des forêts qui permet d'obtenir des données mesurables sur le terrain. Et la troisième couche concerne la distribution des différentes couches d'écosystèmes et de couverture des terres. Bien sûr, ces sous-systèmes sont liés aux directives et aux outils. Cela est lié à la collecte des données et à la télédétection déjà évoquée dans les présentations précédentes. Au Costa Rica, nous avons adopté un décret exécutif pour formaliser ce système. Simokute a été lancé en 2015. À l'époque, nous n'avions pas encore de système en place, mais nous avons travaillé avec différents acteurs, différentes institutions pour intégrer ce système de suivi et nous avons réussi à faire adopter ce décret cette année en 2021 avec une signature du ministre de l'Environnement, du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Justice. Pourquoi ces ministères? Eh bien, parce qu'ils intègrent les secteurs les plus importants au point de vue institutionnel et qui ont trait à ce système de suivi. Ils sont tous représentés dans un comité exécutif, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Justice. Ils sont représentés, entre autres, ainsi que l'Institut de la géographie. Néanmoins, nous souhaitons améliorer les choses à court terme pour inclure nos collègues du secteur du logement qui sont en charge de l'aménagement du territoire et des zones urbaines au Costa Rica. Ils participent à l'aspect technique. Néanmoins, nous estimons que nous devrions mettre l'accent sur l'intégration des aspects agricoles et environnementaux. Et à présent, nous souhaitons inclure davantage d'accès en incluant ces autres secteurs dans la gouvernance de ce système de suivi. Car, comme je vous le disais, ce secteur est intégré dans le travail technique. En termes de structure, il y a un comité exécutif, une unité de coordination représentée par Seniga, qui dépend du ministère de l'Environnement, et nous avons des groupes de travail technique. Simokute a été élaboré de façon très participative avec différents acteurs provenant de 40 instituts académiques et gouvernementaux qui représentent les secteurs agricoles et environnementaux. Le travail de ce groupe se répartit en différents thèmes, différents sous-systèmes et différents éléments de Simokute. Ces groupes ont un rôle de conseil. Ils analysent les méthodologies, mettent en place des normes tout en veillant à l'amélioration du système. Ces activités sont coordonnées par Sinega, qui est l'organisme qui coordonne ce processus au niveau central. Ces groupes de techniques procèdent à des estimations fondées sur des échantillons, ont un système qui classifie l'utilisation des sols et la couverture des terres et se penche également sur l'inventaire national des forêts, entre autres. Donc, nous avons organisé des tables rondes, des discussions techniques
des ateliers de renforcement des capacités. Alors, ces photos remontent à avant 2020 car nous avons dû nous adapter en raison des circonstances. Vous pouvez voir nos événements, ces événements qui sont à présent virtuels. Mais cela ne nous a pas arrêtés, comme vous le voyez. Le décret a été signé cette année au beau milieu de la pandémie. Nous continuons à progresser. Les choses commencent à être un peu plus présentielles qu'avant. Autre défi provoqué par la pandémie, l'aspect financier. Alors, il s'agit d'un article qui indique qu'en raison de la loi adoptée récemment, une réduction des financements a été actée, ce qui entraîne une réduction des budgets des institutions qui sont en charge des forêts et qui réalisent des programmes environnementaux. Ce sont des circonstances très préoccupantes que nous vivons actuellement. Le secteur forestier est également affecté par la situation économique et financière. Néanmoins, grâce à notre système de suivi, grâce à notre travail avec les différentes institutions internationales, nous avons été en mesure d'obtenir des financements axés sur les résultats du Fonds vert pour le climat, par exemple, sur la base de la performance que nous avons pu mesurer et montrer au monde, performance liée à notre secteur forestier. Ce n'est pas le seul projet que nous menons. Nous avons également un autre projet avec la Banque mondiale qui s'inscrit dans le cadre d'un accord de réduction des émissions. Nous aurions bien sûr souhaité collaborer dans de meilleures circonstances, mais en tout cas, c'est un exemple de la façon dont nous surmontons cet objectif, de la façon dont ce système nous permet de pérenniser le travail que nous avons mené jusqu'à présent. Autre façon importante de poursuivre notre travail, l'établissement de partenariats. Dans cette diapositive, vous pouvez voir des exemples de partenariats qui sont menés dans le cadre de projets et dans le cadre de notre système de suivi. Bien sûr, la FAO est un acteur vital, un partenaire très important du Costa Rica depuis le tout début, depuis les premiers pas du Simokuté. À présent, nos activités se sont développées et nous interagissons avec d'autres parties prenantes. Nous travaillons avec des universités, l'université de Stanford. Nous avons un projet également avec Google Earth, entre autres, dans le cadre d'un projet qui s'attaque au déboisement et qui permet de mesurer la dégradation des forêts, le déboisement. Nous utilisons par exemple des données satellitaires que nous n'utilisions pas avant. Cette cartographie permet d'utiliser différentes sources d'informations produites par différents acteurs pour produire une seule carte, une carte qui nous permet de mieux gérer et de mieux protéger nos territoires boisés afin de pouvoir atteindre les ODD. Nous
souhaitons compiler toutes ces activités dans le rapport environnemental du Costa Rica, qui reprend le travail de plusieurs acteurs. Malheureusement, parfois, les informations restent dans les rapports qui sont délivrés aux institutions internationales et ils ne sont parfois pas délivrés aux acteurs de terrain. Et donc, nous cherchons des moyens de mettre ces informations à leur disposition. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est recommandé par les directives de la FAO. Voilà un exemple de la façon dont nous partageons nos informations. Il s'agit là d'un site Internet. Vous pouvez vous rendre à cette adresse pour obtenir davantage d'informations. Nous procédons également à la publication de rapports. Nous établissons des communications et nous diffusons ces informations. Naturellement, vous pouvez également trouver les rapports techniques que nous avons publiés dans le cadre de la plateforme RED+. Vous pourrez y trouver les dernières informations, les dernières données et analyses provenant de nos rapports et qui nous ont permis d'obtenir les résultats que j'ai partagés avec vous. Et nous aurons bientôt davantage d'informations à partager avec vous. Il est important de traduire tout ce travail, toutes ces informations de suivi en action qui puissent nous aider à nous faire une meilleure idée de notre territoire. Par exemple, nous pouvons travailler dans le sens de l'industrie du tourisme ou promouvoir une meilleure utilisation des sols. Lorsque nous constatons une véritable transformation sur le terrain au niveau des acteurs locaux, eh bien, cela est un succès, car cela veut dire que notre travail a porté ses fruits. Avant de clore, j'aimerais remercier la FAO pour avoir mis au point cet outil, les directives. L'année dernière, en novembre, nous avons travaillé sur l'outil d'évaluation. Nous avons obtenu les résultats. Nous avons pu identifier nos lacunes, définir nos priorités de travail. Nous avons fait adopter un nouveau décret, comme vous l'avez vu. Nous avons fait d'autres choses. Par ailleurs, par exemple, nous sommes servis de cet outil pour identifier de nouvelles opportunités. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Raphaël, pour nous avoir fourni des informations autour de la mise en œuvre des SNSF et des progrès que vous avez obtenus au Costa Rica. Il était très intéressant pour les participants d'entendre ce que vous aviez à partager. Il y a une nouvelle étude de cas sur le Costa Rica. Je suis sûr que cela intéressera les participants. Il y a un lien vers une copie de ce document que je viens de partager dans l'espace de chat. Merci beaucoup à nouveau, Raphaël. Merci aux autres intervenants, David, qui nous a parlé des directives volontaires. Nous avons également entendu parler de l'outil d'évaluation. Carla nous en a parlé. Et enfin, nous avons entendu parler de cette expérience du Costa Rica. Merci à tous les participants pour votre interaction, pour avoir répondu aux questions. À présent, je vous invite à poser vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités. Nous allons faire de notre mieux pour y répondre. Et je vous invite à préciser le nom du destinataire ou de la destinataire de vos questions, qu'il s'agisse de Raphaël, de Carla ou de David. Alors, je vais jeter un coup d'œil au champ réservé aux questions. La première question est adressée à David. C'est une question qui vient d'Irshad.
combien de pays utilisent les directives et quels sont leurs retours? Est-ce que cela est cohérent avec les directives du GIEC? Excellente question. Tout d'abord, je dirais que les directives sont fondées sur celles du GIEC. Elles ont été incluses dans les recommandations qui nous ont inspirés depuis le départ. Naturellement, les directives ne sont pas aussi précises. Il s'agit de bonnes pratiques, d'enseignements tirés. Et parfois, pour aller plus dans le détail, il convient de revenir aux directives du GIEC. Il y a des modules que nous lancerons et qui contiendront davantage de détails. Pour répondre à la question du nombre de pays qui utilisent les orientations, bien c'est difficile finalement de savoir parce que, par exemple, avant qu'on commence à parler de ces orientations, le sujet de l'institutionnalisation n'était même pas à l'ordre du jour, nulle part. Lorsque l'on parlait du suivi des forêts, c'était toujours des questions de télédétection, par exemple, mais personne ne s'intéressait véritablement au système réel, la structure de ce système. Alors, je dirais que grâce à la FAO, nous avons essayé de consolider cet appui technique fourni au pays en ne pensant pas uniquement à la question sur le plan des données, mais en voyant le processus dans son ensemble, également de voir quels étaient les liens avec les différentes parties prenantes. Si vous me demandez combien de pays l'utilisent déjà, eh bien, je dirais que la plupart des pays peut-être ne peuvent pas cocher toutes les cases, mais on voit que la discussion est amorcée dans un grand nombre de pays. On voit déjà des pays qui ont énoncé qui vont adopter des réglementations pour mettre en place ces systèmes de suivi des forêts. Il y a également des directives, des lignes directrices qui sont élaborées. Donc, les choses commencent à être de plus en plus complètes. Alors, c'est difficile à suivre de façon très précise, mais je pense tout de même dire que cela a un impact partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Une autre question pour vous, si vous me le permettez. Alors, est-ce que le suivi des forêts n'est pas l'ODD 15 parmi les objectifs de développement durable? Donc, les 10 principes, est-ce que ce ne serait pas un fardeau supplémentaire pour les pays en matière de rapport? C'est une question posée par Khadija. Excellente question. Alors, une des premières étapes ou recommandations, je dirais, que nous faisons dans les directives volontaires est de toujours faire cette évaluation des besoins d'information. C'est important. Il faut voir si cela fournit vraiment les informations dont le pays a besoin sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Si le pays décide que l'information est collectée et que ce qu'on leur demande de faire, ce n'est pas un fardeau supplémentaire, eh bien, dans ce cas, nous allons les appuyer pour collecter l'ensemble de l'information. Et c'est toujours une bonne chose lorsque l'on met ces choses en place, d'avoir cette activité, comme on l'appelle, d'évaluation des besoins. Il faut toujours vraiment bien cibler ces besoins, bien les comprendre, quels sont ces besoins en matière d'information. Merci beaucoup, David. Une autre question également qui s'adresse à Carla cette fois. Carla, est-ce que vous seriez en mesure d'en dire un peu plus sur les directives volontaires et l'outil d'évaluation? Donc, est-ce qu'il inclut les orientations du GIEC et le logiciel d'inventaire?
Alors, merci pour la question. Oui, bien entendu, comme David l'a dit, les directives volontaires sont liées aux orientations du GIEC et dans l'outil d'évaluation, nous analysons les sources d'informations afin de pouvoir envisager différents aspects, par exemple les liens entre la télédétection et les données sur le terrain, par exemple. Ça, c'est important pour pouvoir faire une bonne analyse. Comment mieux lier ces deux sources d'informations? Parce que pour pouvoir avoir des résultats concernant la réduction d'émissions, il faut pouvoir mieux combiner ces renseignements et avoir des calculs plus précis. Donc, il y a également d'autres outils disponibles qui ont été élaborés par la FAO et qui sont utilisés pour cette initiative ou qui peuvent l'être. Par exemple, vous pouvez voir de quelle façon mieux lier les différentes sources d'informations afin de pouvoir être en meilleure conformité avec les orientations du GIEC. Merci beaucoup, Carla. Une autre question qui s'adresse à Raphaël cette fois a été posée par Juana et il s'agit de finances. Nous avons reçu des questions lors d'autres webinaires, Raphaël, et je pense que vous pourriez peut-être répondre à cette question car vous avez une expérience de l'aspect institutionnel. Alors, comment sont financés ces systèmes de suivi des forêts? Alors, c'est une question assez à laquelle il est difficile de répondre comme ça, parce qu'il y a plusieurs sources de financement et ce n'est pas un système centralisé. On a besoin de financement pour les institutions pour qu'elles puissent faire leur travail et fournir leurs informations. Et on a besoin de financement également pour coordonner l'ensemble du système et pour pouvoir réaliser le suivi. Alors, bien entendu, les financements institutionnels ou gouvernementaux jouent un rôle important. Alors, je pense qu'on se concentre davantage sur l'institution qui fournit les produits. Donc, on obtient de l'appui grâce à la coopération internationale. Alors, parfois, on le fait aussi sans la... Enfin, il faut savoir que sans la coopération internationale, le Costa Rica ne pourra pas faire tout ce qu'il fait. Après, tu as perdu le son. Ah, je crois qu'on a perdu Raphaël, malheureusement. Alors, la réponse était qu'en fait, il n'y a pas une approche uniforme, comme David l'a déjà dit dans sa réponse écrite, mais vous pouvez vous inspirer de ce qui est fait au Costa Rica. J'espère que Raphaël pourra être de retour avec nous rapidement. Alors, pendant qu'on l'attend, je vais passer à une autre question qui s'adresse à Carla, si vous êtes d'accord. Carla, dans votre présentation, on a vu que l'outil permettait au pays de s'auto-évaluer et de voir quelles étaient peut-être les lacunes d'un système de suivi des forêts. Et l'outil pourrait également permettre d'avoir plus de transparence dans le cadre de l'accord de Paris. Alors peut-être que vous pourriez en parler un petit peu plus, et ensuite on redonnera la parole à Raphaël si on arrive à le retrouver. Alors, merci. Excusez-moi, Émilie, est-ce que vous pouvez répéter la première partie de la question? Oui, alors il s'agissait de l'outil, donc son utilité pour peut-être mieux cerner les lacunes dans les systèmes de suivi des forêts et de quelle façon cela pourrait aussi accroître la transparence dans le cadre de l'accord de Paris. Pourriez-vous peut-être en dire un peu plus? Oui, bien entendu. Eh bien, l'outil appuie les pays, les aide à identifier ces lacunes et
Un certain nombre pourraient être associés à l'aspect institutionnel. De mon expérience, alors j'ai vu les réponses au sondage et un grand nombre de personnes ont dit que c'était l'aspect mesure qui était celui pour lequel elles avaient besoin le plus d'aide ou de travail. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est permettre à un grand nombre d'institutions à travailler sur ces sujets afin de pouvoir fournir les résultats de mesure. Donc, je crois que les gouvernements doivent travailler sur ces questions institutionnelles, sur ces dispositifs institutionnels afin de pouvoir fournir des meilleures solutions pour les questions techniques. Si l'information est intégrée par les institutions, il sera préférable de faire quelque chose au niveau des rapports, parce qu'il peut y avoir des différences au niveau de la définition, par exemple, pour ce qui est de l'occupation des sols, l'utilisation des sols ou des forêts. Et ça, c'est un sujet vraiment sur lequel il faut travailler et pour lequel il y a une marge d'amélioration, parce qu'on a des définitions opérationnelles différentes dans les différents systèmes d'un même pays. Et les statistiques ne vont pas révéler les mêmes choses du fait de ces définitions différentes. Donc, ce sera moins transparent et le système sera moins robuste probablement. Donc, il va falloir qu'il y ait beaucoup de discussions en interne, se mettre d'accord sur la terminologie, les définitions. Et toute cette méthodologie devrait également être bien documentée. Et il y a aussi ce qui est demandé par la CNUC. Donc, il faut respecter ces différents critères. Alors, merci beaucoup, Carla, d'avoir parlé de l'importance de la documentation également. Alors, je crois que Raphaël est à nouveau parmi nous. Je crois qu'on vous a perdu pendant quelques instants, Raphaël. Alors, peut-être que l'on pourrait revenir à la question à laquelle vous étiez en train de répondre tout à l'heure. Donc, de quelle façon est-ce qu'on finance ces SNSF? Merci, merci Émilie. Écoutez, désolée pour ce problème de connexion. Comme je le disais, il y a différentes sources de financement, alors de la part du gouvernement, donc de la part des budgets gouvernementaux, donc des financements qui s'adressent à différentes institutions en fonction de leur mandat. Il y a aussi la coopération internationale, les paiements basés sur les résultats. Donc, tout cela fait partie de la stratégie élaborée par le Costa Rica afin de pouvoir vraiment avoir un système de suivi durable. Merci beaucoup. Autre question qui s'adresse à vous, je regarde dans le chat, il y a beaucoup de questions pour vous, Raphaël. Je vais essayer peut-être de les résumer un petit peu. Là, il y a des questions qui portent sur les défis. Quels ont été les principaux défis dans l'élaboration de Simokuté et quels conseils donneriez-vous aux autres pays? Merci. Écoutez, c'est une question intéressante. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire à ce sujet. Néanmoins, une des choses importantes que j'aimerais vous dire et que je souhaiterais vous recommander, c'est l'importance de l'intégration des différents secteurs. Même si ce n'est pas aisé, mais en pratique, alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais lorsque l'on a une institution qui a des parties prenantes spécifiques et qui, par exemple, porte sur différents secteurs, l'agriculture et l'environnement, par exemple, eh bien, ce n'est pas évident de se mettre d'accord. Et je pense que c'est un facteur, parce que voilà, ça a pris presque 6 ans pour pouvoir signer le décret de Simokuté. Nous voulions vraiment que les deux secteurs soient intégrés. Alors, parfois, on nous disait pourquoi vous voulez impliquer l'agriculture, faites-le avec le ministère de l'Environnement et ça sera beaucoup plus rapide.
vous aurez le décret bien plus rapidement si vous n'intégrez pas l'agriculture. Mais cela ne nous aura pas donné le poids nécessaire parce que le secteur agricole, n'est-ce pas, c'est le deuxième secteur le plus important dans notre pays, enfin celui que nous surveillons. Donc, il y a la forêt, comme je le disais, 60% du territoire, et il y a aussi l'agriculture. Donc, c'est pourquoi il était important d'avoir une intégration de ces deux secteurs. Et l'interaction entre ces différents secteurs, c'est ça que nous voulons suivre, c'est ça que nous voulons mesurer. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de les avoir au sein de la même institution. Donc, c'était un défi, je dois le dire, mais je pense que nous avons plutôt bien réussi. Voilà. Merci, parfait. Une question. Il semble que beaucoup de personnes se soient intéressées à votre présentation. Et cela se rapporte à la question que j'ai posée à Carla tout à l'heure. Nous avons le deuxième webinaire demain avec des experts de la CNUC qui vont nous parler du cadre de transparence renforcé. Donc, est-ce qu'il y a des changements envisagés pour SimoQT dans les années qui viennent, dans l'esprit de cette amélioration continue, et aussi avec cette transparence accrue et le cadre de transparence renforcé? Alors, l'amélioration continue. Oui, oui. Le pays, en fait, a pour ambition d'opérer des changements au niveau de la gouvernance au Costa Rica. Par exemple, le directorat du changement climatique commence à être de plus présent dans ce qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Et c'est très important que nous travaillons sur ce tableau MRV lié au changement climatique. Et on voudrait vraiment agir le plus rapidement possible parce qu'il y a tous ces changements dont je viens de parler. Et il est important aussi de pouvoir informer les autres collègues qui font partie du système de suivi. C'est pour ça qu'on utilise ces groupes de travail. C'est une bonne façon de pouvoir échanger les informations. Il y a une autre initiative au niveau du ministère afin de créer un nouveau secrétariat de la transition écologique et de la transition énergétique. Alors, je ne suis pas sûre du terme exact de ce secrétariat, mais donc, il y aura la planification au niveau des ministères et le directorat du changement climatique. Parce que, voilà, dans mon bureau, on n'est que 3, mais en ayant cette approche plus inclusive, eh bien, je pense que nous aurons plus de poids et nous pourrons être davantage intégrés au processus de la CNUC, l'élaboration des rapports et faire en sorte qu'il y ait vraiment des liens qui se feront entre les différentes informations. Donc, je pense que nous pourrons à l'avenir fournir davantage d'informations pour notre pays, mais aussi pour les parties prenantes internationales. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, j'ai hâte d'entendre ce qui sera dit lors du webinaire demain également. Alors, nous avons encore peu de temps, mais j'ai peut-être encore une autre question pour David, qui porte également sur les défis. Donc, sur la base de vos longues expériences à l'échelle internationale, et savoir que les directives volontaires ont été publiées il y a 4 ou presque 5 ans même. Alors, selon vous, quels sont les défis principaux qui restent pour le suivi des forêts dans le monde? Alors, c'est une question intéressante, Émilie. Alors, vous savez,
Je crois que lorsque les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas quelque chose, ils s'en approchent difficilement. Les gens qui prennent des décisions, les gens qui font des règles au niveau du pays, parfois lorsque l'on parle d'informations forestières, d'informations sur les forêts, eh bien, ils ne comprennent pas forcément exactement le concept. Alors ensuite, on vient avec l'idée d'un système national de suivi et ils vous diront qu'est-ce que c'est exactement. Et vous savez, il y a 5 ans, 6 ans, il y avait toutes sortes de discussions portant sur sans quoi devait être un système national de suivi des forêts. Les gens avaient des idées différentes. La définition n'était pas très claire. Certaines personnes parlaient de télédétection, d'autres parlaient d'imagerie, de différentes choses. Mais je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre quel est le processus qui doit avoir lieu au niveau du pays. Les gouvernements doivent vraiment pouvoir utiliser cette information pour lui-même. Parce que c'est important de faire des rapports, bien entendu, mais ce qu'il faut surtout, c'est que les données produites soient utiles pour le gouvernement, pour sa propre planification, pour ses travaux, pour préparer l'avenir. Donc, s'ils trouvent cette information vraiment utile, s'ils en dépendent, eh bien, ils vont investir les ressources nécessaires. Vous savez, parfois, on nous demande combien est-ce que ça coûte, un SNSF. Et parfois, il y a déjà différents éléments qui existent. On peut avoir de la télédétection, par exemple, des ressources, ou pour d'autres aspects également, mais ces différents groupes ne travaillent pas ensemble. Et là, il faut les consolider. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place cette consolidation? Comment est-ce que l'on peut vraiment leur faire comprendre que c'est quelque chose d'utile pour le pays et leur expliquer qu'ils peuvent utiliser cette information pour le développement du pays? Et une fois qu'on a résolu ce problème, eh bien, je pense que finalement, tout le reste en découlera naturellement. Il y a des gens qui demandent si l'information pour les contributions nationales ou les ODD, oui, est-ce qu'on doit avoir cette information? Oui, bien entendu. Mais avant tout, ce qu'il faut, c'est l'information nationale. C'est ça qui est indispensable pour les pays afin de pouvoir vraiment investir dans ces systèmes. Je pense que c'est un des principaux défis, selon moi. Merci beaucoup, David. Oui, effectivement, je crois que c'est un point intéressant, pouvoir pérenniser ces procédures. J'aimerais vous remercier Raphaël, Carla, tous nos présentateurs. Aujourd'hui, j'aimerais remercier également nos participants. Vous avez été très actifs. Je crois que vous avez été les plus actifs. Je crois que nous avons reçu près de 70 questions. C'est fantastique. Nous avons réussi à aborder beaucoup de points au cours de cette heure et demie. J'espère que vous avez pu assimiler certaines des choses que vous avez apprises au cours de cette semaine de cours. Il y a encore des questions sans réponse dans l'espace de questions-réponses. Le temps presse, mais nous allons assurer un suivi et nous allons nous efforcer d'y répondre. Sur ce, j'aimerais céder la parole à Julian Fox. Il est responsable de l'équipe de suivi des forêts à la FAO, qui va nous indiquer sa conclusion. Merci, Émilie. Pour résumer, le webinaire d'aujourd'hui concerne les systèmes de suivi national des forêts sur papier et dans la pratique. Nous savons que ces systèmes sont utiles car ils génèrent des informations pour couvrir différents besoins liés aux forêts. Ces besoins incluent par exemple la nécessité d'en savoir plus sur le bois exploitable, la biodiversité ou peut-être les utilisations médicinales qui sont faites des forêts. Il s'agit également d'en tirer des rapports internationaux sur l'initiative REDD+, ou sur la Convention sur la diversité biologique, ou sur l'évaluation des ressources forestières mondiales. Nous savons que ces systèmes sont fondamentaux, très importants pour suivre les forêts dans un pays. Il y a aussi les directives volontaires sur le suivi des forêts qui ont clôturé un long cycle de négociations. Comme David l'a indiqué,
L'outil d'évaluation des systèmes de suivi des forêts présenté par Carla permet d'avoir une évaluation rapide et facile de ces systèmes de suivi en utilisant des documents provenant des directives volontaires et des orientations RED+. Raphaël nous a montré que cet outil est appliqué, la façon dont il est appliqué au Costa Rica. Nous avons donné un aperçu du système du Costa Rica en mettant en lumière les succès, les défis, les prochaines étapes. Demain, nous aurons le deuxième webinaire de ce MOOC. Il mettra l'accent sur les dispositifs institutionnels de transparence et s'attachera à passer en revue l'action climatique au titre de l'accord de Paris. Il aura lieu demain, le 6 octobre à 14h30, heure de Paris. Il sera traduit en français et en espagnol. Le titre de ce webinaire sera « La transition des mesures, des rapports et du cadre de vérification pour passer à un rapport de transparence renforcé ». J'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère, il me tarde de vous retrouver très bientôt.